Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. C'est peut-être la fin d'un cold case qui durait depuis presque 10 ans. Une femme a été arrêtée en Normandie, soupçonnée du meurtre de son voisin à Albi dans le Tarn en 2014. Marie-France Dambry, 69 ans, est présentée comme une escroc professionnelle, plusieurs fois condamnée. Bonjour, une menteuse pathologique. C'est ainsi que s'est présentée un jour aux enquêteurs Marie-France Dambry, 70 ans, 3 fois grand-mère, fausse médecin, fausse avocate, mais authentique escroc, et peut-être meurtrière de Jérôme Pujol. Elle veillait sur la santé et surtout sur les économies de cet homme fragile qui vivait seul à Albi. Il va falloir de longues années, la détermination de la famille de la victime pour s'apercevoir que le décès accidentel de Jérôme Pujol cachait en fait un crime. Entre-temps, Marie-France Dambry continuait à abuser les uns et les autres, régulièrement jugés en correctionnel. La justice avait, sans le savoir, sous les yeux et sous la main, la suspecte numéro 1 d'un meurtre. 2 nouveaux juges d'instruction et des experts vont tout faire pour démasquer la tranquille retraitée. Reste une question bien difficile à trancher avec cette femme qui ment sans arrêt. La mort de Jérôme Pujol est-elle un meurtre ou un accident ? Nos invités vont nous aider à résoudre cette interrogation. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Lundi 2 juin 2014, peu avant 9h, Marie-France Dambry, 60 ans, vient demander de l'aide au gardien d'une résidence au numéro 58 de la rue Mansel à Albi. Elle vient rendre visite à un résident, Jérôme Pujol, 54 ans, dont elle prend soin depuis 2 ans. Mais aujourd'hui, sa clé ne fonctionne pas. Arrivée devant le pavillon de plain-pied avec le concierge, la clé défectueuse ouvre pourtant aussitôt la porte. Le logement est silencieux. On aperçoit soudain des traces de sang sur le sol et sur certains murs. Jérôme Pujol, qui vit seul, gît dans sa chambre, en caleçon et chemise, à côté du lit. Le corps est au sol, la tête est posée sur la table de chevet. L'autopsie révèle une plaie à l'arcade sourcilière et un traumatisme crânien. La victime a pu être frappée avec un objet, mais elle a pu aussi se cogner la tête en tombant. Des ecchymoses sont visibles sur les avant-bras et les coudes. Il pourrait s'agir de lésions de défense, mais aussi de traces laissées par une chute. Le légiste n'exclut pas l'intervention d'un tiers, mais il n'est pas catégorique. Le malheureux a succombé à une hémorragie interne. Il était alcoolisé, avait absorbé des anxiolytiques. La thèse de la chute d'un homme ivre est privilégiée. Jeudi 8 septembre 2016, 2 ans après la mort de Jérôme Pujol, ses filles demandent la relance des investigations. Elles ont en effet des doutes sur la visiteuse de leur père, Marie-France Dambry. Elles ne font pas confiance à cette femme qui s'est immiscée au sein de cette famille fortunée. Elle avait raconté qu'elle était médecin pour se rapprocher de leur père qui avait quelques problèmes de santé. Elle était devenue en quelque sorte sa garde-malade. Les filles déposent plainte pour homicide involontaire. Marie-France Dambry est entendue. Elle raconte que le samedi 1er juin 2014, elle s'est rendue chez Jérôme Pujol à la demande de la mère de celui-ci. Jérôme ne répondait plus au téléphone. À travers la fenêtre du pavillon, elle a vu qu'il était allongé sur le canapé. Elle n'est même pas entrée, elle était rassurée. Le lendemain, Jérôme Pujol ne décrochait toujours pas son téléphone. C'est là qu'elle a découvert le corps. En me rendant chez lui, j'avais un mauvais pressentiment, dit-elle. Les témoins sont entendus, des vérifications téléphoniques lancées, mais la mort de Jérôme Pujol garde tout son mystère. Les enquêteurs savent que Marie-France Dambry, divorcée, mère de 2 fils et 3 fois grand-mère, est bien connue de la justice. Son casier ne comporte pas moins de 10 condamnations, la plupart pour escroquerie, faux et usage de faux, falsification de documents administratifs. Elle a fait plusieurs séjours en prison. Jérôme Pujol figure parmi ses victimes. Elle lui a soutiré des chèques pour un montant de 8 700 €. 17 janvier 2017, 2 ans et demi après la mort de Jérôme Pujol, la retraitée est jugée pour ses toutes dernières escroqueries. Malgré son profil trouble, elle n'est jamais interrogée sur la mort de Jérôme Pujol. Marie-France Dambry va passer 2 ans en prison, à la maison d'arrêt de Rouen, sans jamais être inquiétée pour la mort suspecte d'un homme dont elle disait prendre soin. Et c'est bien là le premier mystère de cette histoire. On ne s'intéresse pas à cette femme qui pourtant devrait attirer l'attention. C'est une escroc professionnelle. Elle a multiplié les victimes. Elle a fait plusieurs séjours en prison
a-t-elle malmené Jérôme Pujol ? On va le voir dans la suite de l'heure du crime. On va voir ce qu'elle raconte là-dessus. Si, par hasard, elle est rattrapée par la justice, ce qui pourtant n'est pas le cas au début de l'affaire. Bonjour Jean Coadon. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi, spécialiste des affaires criminelles. Et vous êtes à côté de Patrick Hisson au bureau RTL de Toulouse. C'est Patrick Hisson qui réalise cette liaison et on le remercie infiniment. Jean Coadon, vous connaissez très bien ce dossier. Il y a quelque chose de très troublant, effectivement, mais qui est frappant, c'est que dès le début, cette femme, elle est au premier plan. C'est elle qui découvre le corps, donc on devrait peut-être un peu plus l'interroger. Mais personne semble trop se préoccuper de cette personne. On a le sentiment, a posteriori, c'est toujours plus facile, mais que, en effet, ce jour de juin 2014, tout le monde est passé à côté. Sans doute, en raison de la pathologie de la victime. C'était un monsieur qui était en très mauvaise santé, qui avait de sérieux soucis d'alcool et qui n'a pas été pris, en tout cas au départ, pour une victime, mais plutôt, en tout cas, la victime d'un geste malheureux. On s'est dit, bon, il avait bu, il avait encore bu, il a dû tomber, trébucher, on n'a pas vraiment cherché plus loin. Et curieusement, très curieusement, on s'est pas intéressé à Madame Dambry, qui, on le sait aujourd'hui, avait quand même un profil très très particulier. Oui, mais Jean Coadon, ce profil particulier, comme vous dites, ce profil d'escroc professionnel, il est presque facile à trouver. Tout de suite, on sait qu'effectivement, elle n'est pas très claire, cette femme. Il est d'autant plus facile que les filles de Monsieur Pujol ont très tôt alerté les services d'enquête sur cette femme qui se disait médecin, qui ne l'était absolument pas, et qui a quand même été très très présente aux côtés de Monsieur Pujol jusqu'au dernier jour. Et on peut s'étonner que les services de police d'Albi, à l'époque, n'aient pas été plus curieux à propos de cette relation. Et du coup, on a perdu du temps, Jean Coadon, vous confirmez ? Ah ça, on a perdu du temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que même ce temps, il serait même passé si les filles de Monsieur Pujol n'avaient pas décidé de déposer plainte avec constitution de partie civile, parce que non seulement les policiers sont un peu passés à côté, mais la juge, elle est passée complètement à côté. Oui, et donc ça, c'est un peu navrant pour l'enquête. Bon, voilà, on est passé à côté de cette femme. Il va falloir rattraper le temps perdu, mais c'est pas évident pour les investigations. Bonjour, maître Carola Wolters-Christofoli. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Béziers et vous êtes avocate des filles de Jérôme Pujol. Ces filles, on va en parler longuement parce que c'est elles qui ont poussé pour que l'enquête reparte et redémarre. Alors, on va revenir avec vous. Au tout début, c'est la découverte du corps de Jérôme Pujol. Découverte un peu dans le désordre parce que tout est flou dans ce décor. Absolument. Les conditions de la découverte de son corps, surtout, sont surprenantes. L'enquête est classée sans suite dès le mois de juillet 2016, et donc le dossier est totalement enterré à ce moment-là. On pourrait presque penser à un accident, en fait, au début. Non, on ne pense pas du tout à une mort accidentelle parce que l'autopsie a démontré qu'il y avait un choc important et que la mort était liée à une hémorragie interne suite à un choc très important. Mais ils sont incapables d'expliquer, de comprendre comment il y a pu avoir un tel choc et comment elle peut le retrouver dans sa chambre, allongé par terre, dans ces conditions. Oui, mais justement, l'autopsie en mots là-dessus, maître Wolters-Christofoli, l'autopsie, elle n'est pas vraiment très précise, la première. L'autopsie est relativement précise, si vous voulez, sur les constatations médicales, mais ils sont incapables d'appréhender en fait ce choc qui a causé cette hémorragie interne, puisque pour eux, il est impossible que ce choc soit survenu a priori au sein de la maison, et en même temps, il est impossible si ce choc était intervenu à l'extérieur, il fallait comprendre comment il avait pu rentrer chez lui. Jean Coadon, petite question. Jérôme Pujol, la victime, c'est un homme riche ? C'est un homme qui a longtemps dirigé avec son frère une salaison à la Cône et qui en effet a des revenus confortables. Et donc, on va le savoir au fur et à mesure de l'enquête, il va notamment prêter beaucoup d'argent à Madame Dambry, et donc là on a peut-être un mobile. Oui, effectivement, si c'est un homme riche, il peut l'intéresser, cet escroc professionnel. Maître Carola Wolters-Christofoli, je reviens vers vous. Vos clientes, elles la connaissaient, cette Madame Dambry ?
Ah oui, absolument. Cette Madame d'Ambry était très présente. Elle a pris une place très importante dans la vie de cette famille, puisqu'elle était à Albi, alors que la famille Pujol, donc c'est une famille qui est implantée dans le Tarn, à la Cône, et qui avait une société importante de salaison. Ces gens étaient donc dans le Tarn, mais à la Cône. Donc ils étaient en fait rassurés quand cette femme, qui était la voisine, s'était présentée comme médecin et comme quelqu'un d'assez serviable et disponible pour les aider, pour prendre des nouvelles, pour l'accompagner et pour voir s'il allait bien assez régulièrement. Donc en fait, elle s'est rendue indispensable. Elles ne sont jamais méfiées, les filles de cette femme? Non, elles ne se sont jamais méfiées au départ parce qu'elles n'avaient pas d'informations, si vous voulez, des détournements de fonds. C'était une voisine. Elle l'a rencontrée de manière totalement opportuniste en tant que simple voisine dans un quartier. Ensuite, il a déménagé. Et elle a poursuivi, elle n'a pas déménagé en face de chez lui, mais elle a fait le nécessaire pour garder un contact encore plus présent et de plus en plus présent, en ayant le double des clés et en étant constamment là. Ce n'est que 8 ans après la mort de Jérôme Pujol que la justice va soudain se réveiller. Mardi 19 janvier 2021, 7 ans après la mort de Jérôme Pujol, l'avocat de ses filles demande une confrontation entre Marie-France d'Ambry et le couple G. La fausse docteur avait indiqué qu'à l'heure du décès, elle se trouvait en Andorre avec ce couple. Elle ne pouvait donc pas être à Albi. Le juge rejette cette demande car à ce stade, selon lui, le dossier n'est ouvert que pour non-assistance à personne en danger. Après sa sortie de prison, 2019, Marie-France d'Ambry va esquiver les investigations. Elle ne se rend pas aux convocations. Elle prétexte un mauvais état de santé. Les certificats médicaux d'un cardiologue vont se révéler des faux. Marie-France d'Ambry a écrit une lettre aux enquêteurs dans laquelle elle déclare pour toute réponse aux questions posées « Je n'ai jamais battu Jérôme ». Jeudi 17 mars 2022, le pôle de l'instruction du tribunal de Toulouse récupère le dossier Jérôme Pujol. Les juges ordonnent de nouvelles expertises. Les effets personnels que portait la victime, ainsi que son téléphone, conservé par les filles, sont saisis. Une nouvelle expertise médico-légale est lancée. Le légiste examine le rapport de son précédent confrère, ainsi que les photos du cadavre de Jérôme Pujol. Ces conclusions sont très éloignées des premières. Le médecin fait état d'un traumatisme facial et thoracique. 6 côtes ont été fracturées et le foie a éclaté. Il évoque des lésions qui résultent d'une série de coups violents qui ressemblent à des coups de pied portés sur une victime allongée. La tête a heurté une seule fois une surface dure ou a été volontairement projetée contre un obstacle. Le légiste indique qu'une altercation physique avec un tiers a pu entraîner ces blessures. Au moment de sa mort, la victime avait ingurgité un mélange qui l'a rendu vulnérable. Beaucoup d'alcool, à hauteur de 2,68 g, ainsi qu'un sédatif. L'enquête vise désormais directement Marie-France d'Ambry. Elle abusait financièrement de Jérôme Pujol. Juste avant son décès, il lui avait signé un chèque de 600 €. Elle devait le rembourser dans les 3 jours, mais on l'a retrouvé mort. Les proches de Jérôme Pujol certifient qu'il ne supportait plus la pression financière de cette femme. Il ne voulait plus la voir. Il avait même peur et se méfiait d'elle, indiquent les témoins. Les gendarmes relèvent les incohérences manifestes dans les déclarations de Marie-France d'Ambry. Lors de sa première visite à la maison de Jérôme Pujol, elle disait l'avoir aperçu depuis la fenêtre, assoupie sur le canapé. Elle n'était pas entrée. Mais à la mère de la victime, elle avait raconté au contraire qu'elle était entrée. Elle avait trouvé Jérôme plus ou moins groggy, les yeux ouverts, et l'avait déposé sur le canapé. Les écoutes téléphoniques montrent que la suspecte se fait toujours passer pour médecin. Elle continue à escroquer les uns et les autres. Elle est désormais installée en Seine-Maritime. Elle roule dans une voiture qui porte le caducée de médecin urgentiste, profession qu'elle n'a pourtant jamais exercée. Et les indices s'accumulent sur Marie-France d'Ambry, les doutes aussi. Elle va bientôt être interpellée et placée en garde à vue. Il a fallu du temps pour le faire. Que va-t-elle raconter aux gendarmes? Que va-t-elle raconter à cette nouvelle équipe d'enquêteurs? Eh bien, on va le voir dans le prochain chapitre de l'heure du crime. Il y a quelque chose d'étonnant, Jean Coadon. Vous êtes avec nous en direct dans l'heure du crime, journaliste à la Dépêche du Midi. Vous êtes avec nous depuis le bureau RTL de Toulouse. Il y a quelque chose de très étonnant avec cette femme, c'est que manifestement, elle a réponse à tout. Elle ne se démonte jamais. Elle ne se démonte absolument jamais, mais sa difficulté, c'est qu'elle ment tellement qu'elle ne sait plus
En réalité, ce qu'elle dit, et c'est troublant, et ses avocats le reconnaissent, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que à chaque fois, elle invente une nouvelle chose. Donc, vous l'avez dit, elle se revendiquait médecin, n'a jamais été médecin, et elle est assez incroyable parce qu'elle a réponse à tout, et tout en imaginant des stratagèmes assez étonnants. Elle a quand même été capable d'imaginer de faux certificats de médecine pour pas répondre au rendez-vous des gendarmes. Elle a fait téléphoner une amie pour essayer d'obtenir des informations de l'avocate des filles de Monsieur Pujol. Enfin, on a l'impression que c'est une fuite en avant permanente, et même devant les juges d'instruction, elle dit des choses avant de les contredire pratiquement immédiatement. Ouais, mais ça a quand même marché parce que 10 ans quasiment ont passé et effectivement elle a échappé aux enquêteurs. Question pour vous encore, Jean Coadon. Le rapport demandé au deuxième légiste, rapport qui est effectué sur dossier, il est capital. C'est ça qui déclenche finalement véritablement l'enquête. Il est capital parce que ce médecin légiste, lui, estime que ça ne peut pas être accidentel. Il y a quelque chose de très ennuyeux dans le premier rapport, c'est que le légiste, au moment de la découverte du corps en 2006, a évoqué non seulement les côtes cassées, mais aussi la fracture du foie. Et cette fracture du foie, selon le deuxième légiste, ça ne peut être que des coups extrêmement violents. C'est-à-dire que lui, il dit, ça peut être, par exemple, on trouve ce genre de traumatisme dans des accidents de la route. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le corps de Monsieur Pujol soit à ce point malmené ? Lui, il pose la question, il dit, est-ce que quelqu'un ne lui a pas sauté dessus à pieds joints ? Ah oui, c'est d'une violence inouïe, effectivement, parce qu'on retrouve ce corps au sol, la tête sur cette table de nuit, cette table de chevet, et effectivement, on se demande qu'est-ce qui a pu lui arriver pour être aussi abîmé. Maître Carola Wolters-Christofoli, vous êtes avec nous également dans l'heure du crime, avocate au barreau de Béziers, avocate des filles de Jérôme Pujol. Maître Wolters-Christofoli, il a fallu attendre 2022, 8 ans après la mort de Jérôme Pujol pour que l'enquête démarre vraiment. Question simple, pourquoi une telle inertie ? Ça, on peut se poser la question, on peut s'interroger sur le fonctionnement aussi du tribunal d'Albi. Vous savez qu'il y a eu quand même quelques difficultés à Albi. Et effectivement, il y a eu une inertie totale, sachant aussi que cette femme, alors qu'elle était convoquée, évidemment, se débrouillait pour dire qu'elle était malade, qu'elle était en chimiothérapie. Et on s'est rendu compte a posteriori qu'elle faisait des faux. Et que tous ces documents médicaux pour retarder sa venue et son audition étaient des faux. Oui, c'était elle qui les fabriquait. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est désintéressé à ce point de la mort de Jérôme Pujol ? Je pense qu'on s'est désintéressé de sa mort parce que l'enquête a été mal faite. Monsieur Pujol était dépressif, il était alcoolique, et la proximité de Madame Dambry a fait que son alcoolisme s'est accéléré et qu'il est devenu de plus en plus malade en réalité. On pense qu'elle a favorisé en fait son état médical qui n'a fait qu'empirer. On le voit dans les différents documents médicaux qu'on a dans la procédure. Et ce que nous disait Jean Coadon, c'est qu'effectivement elle ment sans arrêt, cette femme, au point de ne plus savoir ce qu'elle raconte vraiment. Est-ce qu'elle était à Andorre quand Jérôme Pujol est mort ? Est-ce qu'on a pu le déterminer ou pas, ça ? Une femme qui a tout fait pour ne pas être entendue. Enfin, je veux dire, elle s'est débrouillée pour quitter la région très rapidement. Ensuite, elle a fait le nécessaire une fois qu'elle est sortie de prison, puisqu'elle a été emprisonnée dans le cadre, vous savez, de la procédure d'escroquerie, pour se rendre indisponible en expliquant qu'elle n'était pas transportable, qu'elle était malade, qu'elle ne pouvait pas être entendue. Jean Coadon, une question pour vous. On le comprend, la victime, elle a été battue à mort, vous nous l'avez dit. Il va falloir des mois d'enquête pour qu'on lève le voile sur cette femme. C'est quand même beaucoup de temps qui est passé. Alors, comme vient de le dire l'avocate, il y a eu clairement un problème à Albi. Il faut quand même se rendre compte que c'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse qui a dit stop et qui a saisi le pôle criminel de Toulouse, dessaisissant le juge d'Albi qui faisait pas son travail. C'est à partir de là que réellement l'enquête a redémarré, avec cette fois des investigations confiées à la section recherche de Toulouse et qui s'est aperçu d'un certain nombre d'incohérences. Au-delà du portrait de Madame Dambry, elle a clairement menti, notamment sur son emploi du temps le jour de la mort de Monsieur Pujol, puisqu'elle disait qu'elle était en Andorre. Or, les gendarmes ont démontré, notamment à travers son téléphone portable, qu'elle se trouvait à Albi, à une heure tout à fait compatible avec, malheureusement, la mort de Monsieur Pujol. La suspecte va être arrêtée à 879 km d'Albi.
Monsieur Pujol était quand même dépressif, alcoolique. Et je pense que c'est ça qui a en réalité trompé les policiers au départ. Ils ont constaté cette réalité et ils ont un peu oublié Madame Dambry, qui est quand même assez douée pour se faire oublier. Mardi 23 mai 2023, Marie-France Dambry, qui vient de fêter ses 69 ans, est arrêtée à Eu, une commune de Seine-Maritime non loin du Tréport. Les gendarmes ont eu du mal à retrouver son adresse. La femme est placée en garde à vue. Ses explications sur la mort de Jérôme Pujol évoluent d'heure en heure. D'abord, elle nie, puis elle admet être rentrée chez lui avant la découverte du corps. Elle explique que ce 2 juin 2014 au matin, Jérôme était ivre. Il s'est blessé dans la salle de bain. Elle était excédée par son attitude, elle l'a laissé sur son lit. « Je n'ai pas tué cet homme », dit-elle en sanglotant. Devant les juges, Marie-France Dambry admet désormais qu'elle a bousculé l'ancien chef d'entreprise. Elle lui avait dit d'aller se coucher, mais il refusait. Elle l'a poussé, mais pas au point de lui fracturer les côtes. En fin d'interrogatoire, elle craque. « Bon, j'ai frappé monsieur Pujol, sous un coup de colère, voilà. Mais pas pour une demande d'argent, voilà. » La suspecte mime avec ses deux mains les gestes fatals. « Il est tombé quand je l'ai poussé, mais je n'ai pas donné de coup de pied. » Dimanche 9 juillet, un mois et demi après ses aveux, Marie-France Dambry écrit au juge. Elle revient sur ses déclarations. Elle n'a jamais donné de coup à Jérôme Pujol. Sa dernière version est la suivante. Elle s'est rendue dans la maison d'Albi. Jérôme était ivre. Il est tombé devant elle plusieurs fois. Elle l'a fait asseoir sur le lit en le poussant légèrement. Voilà tout. Pour la justice, ce scénario ne cadre pas du tout avec les conclusions des experts. Et évidemment, 3 ou 4 versions, et puis effectivement, ces experts qui disent que cet homme, il a été tabassé, son foie a éclaté, il a des fractures. Jean Coadon, vous êtes avec nous dans cette heure du crime en direct depuis Toulouse, vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi, spécialiste des affaires criminelles, vous connaissez parfaitement ce dossier. Effectivement, là où ça marche pas, c'est que les experts, ils acceptent pas l'explication d'une simple poussette dans le dos, comme on dit. Oui, elle mime, en effet, devant les juges d'instruction, elle mime une poussette sur la poitrine de monsieur Pujol, qui à ce moment-là tombe. Bon, les experts, le légiste qui a été sollicité pour savoir si tout ça pouvait être compatible avec ce qui avait été découvert, a dit non, c'est pas possible. Donc là, on est dans le flou, puisque à partir du moment où Madame Dambry continue une fois elle dit je l'ai poussé, une autre fois elle dit non, je l'ai pas poussé, je lui ai donné un coup, mais pas des coups de pied. Enfin, on n'arrive pas quand même à comprendre et surtout à visualiser cette scène. Alors, soit elle ment, malheureusement, elle ment beaucoup, soit il s'est passé autre chose qui nous échappe complètement. Et pourtant, elle pleure. Elle pleure, elle sanglote. Effectivement, on est presque tenté de la croire parce qu'elle dit il est tombé, ça s'est mal passé. Mais on est face à une femme qui aujourd'hui a 70 ans et qui en effet pleure beaucoup et souvent. Mais la difficulté qu'on a, c'est que face à une dame qui est capable d'expliquer que son fils est mort pour obtenir de l'argent, qu'est-ce qu'elle va être capable d'imaginer dans sa tête pour se sortir d'un tel guêpier? C'est là où toute la difficulté de ce dossier, et les juges, pour l'instant, refusent de la laisser sortir, et cette affaire, très probablement, va se régler devant la cour d'assises. C'est tout à fait probable, évidemment, c'est la direction que ça prend aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons. Maître Carola Wolters-Christofoli, vous êtes avocate à Béziers, vous êtes avocate des filles de Jérôme Pujol. Quel profil vous découvrez au fil des investigations lorsqu'on tourne les pages du dossier? Quel profil vous découvrez à travers cette femme? Je dirais que c'est une escroc de longue date puisqu'elle a un casier judiciaire assez important. Elle a été emprisonnée à plusieurs reprises pour escroquerie, qui manipule les gens, qui présente bien, qui usurpe des qualifications. Elle avait un caducée sur sa voiture, elle s'est présentée comme médecin, donc c'était rassurant pour la famille Pujol puisque ce monsieur était donc divorcé, il vivait seul, on savait qu'il était dépressif, il était en arrêt maladie. Pour lui, c'était une période transitoire et courte, il comptait reprendre son activité professionnelle au sein de son entreprise, mais en réalité, son état s'est aggravé de mois au fur et à mesure. Elle exerce une emprise sur cet homme et sur ses victimes peut-être?
Elle crée la zizanie, la discorde au sein de la famille, et elle avait une emprise très importante sur cet homme, absolument. Il reste tout de même ses aveux pour la famille Pujol, même si elle s'est rétractée. Ces aveux, je suppose qu'à ce stade des investigations, c'est un soulagement pour les proches. Absolument, absolument, parce qu'en fait, mes clientes, le temps est long, et lent surtout. Quand elles ont perdu leur père, elles avaient une vingtaine d'années, elles étaient étudiantes. Aujourd'hui, elles ont 10 ans de plus. Elles ne veulent qu'une chose, c'est que la vérité soit faite sur ce décès. C'est pour elles extrêmement important. Et ces aveux, elles avaient une intuition depuis toujours sur les comportements très incohérents et très surprenants de Madame Dambry. Donc pour nous, ça n'a pas été une surprise, même si aujourd'hui, évidemment, elle revient sur ses aveux. En tout cas, pour nous, c'est un élément important. C'est un élément important. Et effectivement, vous parlez du soulagement de cette famille, mais l'affaire n'est pas terminée. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Parfois, une enquête, elle tient vraiment à rien, à un fil. Là, si on n'avait pas décidé de changer d'équipe d'enquête, et ça arrive, la première équipe, ça marchait pas, il n'y avait pas d'enquête sur cette femme, peut-être ça restait un cold case, la mort de cet homme. Il est même très probable que cette mort aurait été attribuée à un facteur naturel, pas naturel parce que l'avocate vient de l'expliquer, Monsieur Pujol était quand même malade. Bien sûr. Dépressif, alcoolique. Et je pense que c'est ça qui a en réalité trompé les policiers au départ. C'est-à-dire qu'ils se sont attachés, ils ont constaté cette réalité que tous ses voisins connaissaient et ils ont un peu oublié Madame Dambry qui est quand même assez douée pour se faire oublier. Faut quand même se souvenir que dans l'histoire, sa dernière condamnation pour escroquerie, elle a quand même, au-delà de Monsieur Pujol, elle a roulé 5 autres personnes et 2 banques. Incroyable. C'est-à-dire que rouler un particulier, se faire prêter 500 € ou 1500 € ok, c'est une chose. 2 fois, 2 banques différentes ont été roulées par cette personne avec des fausses déclarations d'impôts, des faux contrats de travail. Donc quand même, elle a une vraie capacité à tromper son monde. La reine du mensonge va faire des déclarations toujours plus spectaculaires. Mardi 17 octobre 2023, Marie-France Dambry, mise en examen pour meurtre sur personne vulnérable, est à nouveau devant les juges d'instruction. Elle se décrit elle-même comme une menteuse pathologique. Elle reconnaît s'être fait passer pour une médecin militaire ou une radiologue. Elle n'a pourtant aucun diplôme de santé. Jérôme Pujol l'avait cru, tout comme d'autres personnes qu'elle avait escroquées. Elle s'est aussi faite passer pour avocate. Elle a été à la tête d'un cabinet bidon de recouvrement de créances pour détourner de l'argent et apitoyer ses victimes. Marie-France Dambry n'hésitait pas à raconter qu'un de ses fils était décédé en Espagne. Elle a ensuite escroqué ses 2 propres fils. Parmi ses victimes vulnérables, une femme aveugle, une mère de famille et Jérôme Pujol. Un homme qui lui avait prêté 2000 € témoigne. « Je ne me suis pas méfié. Elle nous parlait régulièrement de sa famille, de son travail, dit cet homme. Elle avait l'art de nous avoir », ajoute son épouse dans le journal Le Parisien. L'expert psychiatre indique que Marie-France Dambry n'est pas une mythomane car elle a parfaitement conscience d'avoir falsifié la réalité et d'être une menteuse. Pour un psychologue, la suspecte est intelligente. Elle agit toujours en connaissance de cause. Le souci de cette femme ? Elle passe son temps à mentir sur tout et n'importe quoi, confie son avocat, maître Jacques Lévy, à la Dépêche du Midi. Il ajoute « Ces mensonges, ces erreurs, ces escroqueries ne font pas d'elle une meurtrière ». Et effectivement, s'il n'y avait pas mort d'homme, on serait presque subjugué par cette mamie escroc qui a un véritable talent, en quelque sorte, pour embobiner tout le monde. Jean Coadon, vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi, spécialiste des affaires criminelles. Vous êtes en direct depuis le bureau RTL de Toulouse, avec à vos côtés Patrick Hisson. La méthode de cette femme, effectivement, pour mettre tout le monde en confiance, et c'est comme ça qu'elle avait mis en confiance sa victime, c'est de parler, encore parler, finalement endormir les uns et les autres. Endormir et rassurer, parce que la famille de Monsieur Pujol, notamment sa mère, était très contente finalement de pouvoir s'appuyer sur cette femme qu'elle pensait médecin, qui quelque part accompagnait au quotidien pratiquement Monsieur Pujol, qui traversait une période très compliquée et qui s'alcoolisait. Alors, une des questions soulevées notamment par la famille, c'est de dire, mais est-ce que finalement elle n'a pas accéléré ses soucis en le poussant un peu à boire? Ça fait partie des soupçons que nourrissent les filles de Monsieur Pujol, mais
Ce qui est sûr, c'est que elle était là tout le temps. Et finalement, ce qui est très surprenant et qui peut-être a été la première petite erreur dans cette histoire de cette femme, c'est quand elle a découvert le corps en juin, au lieu de rentrer dans la maison et de donner l'alerte, elle est allée chercher le gardien de cette résidence un peu surveillée et qui finalement a trouvé très tôt, lui, il l'a dit aux policiers, qui trouvait que ce comportement était anormal. Ouais. Mais bon. Alors, mais c'est formidable ce que vous racontez, Jean Coadon, parce qu'effectivement, tout le monde trouve que cette femme, elle est un peu douteuse. On s'aperçoit qu'elle a un passé hallucinant, mais pourtant, pendant des années, on va la laisser vaquer à ses mauvaises occupations, puisqu'elle va continuer à escroquer beaucoup de monde. Maître Carola Wolters-Christofoli, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, avocate au barreau de Béziers. Il faut saluer vos clientes, ce sont les filles de Jérôme Pujol, parce que c'est elles qui ont réveillé la justice au début, après, alors que 2 ans déjà s'étaient écoulés. C'est elles, c'est ces filles qui attirent l'attention sur cette femme. Absolument. Quand on voit que l'affaire est classée sans suite, très rapidement, en juillet 2016, on plaide l'escroquerie en novembre. Et dans le cadre de cette escroquerie, dans les procès-verbaux, on découvre pas mal d'éléments étonnants sur la personnalité de Madame Dambry. Et à la lecture de ces éléments, on a une autre vision des auditions liées donc au classement sans suite, c'est-à-dire les premières auditions, puisque c'est elle qui découvre le corps. Elle a des comportements très suspects. Et tout ça nous met la puce à l'oreille. Et très rapidement, on saisit le juge d'instruction de Toulouse et on demande très rapidement des demandes d'actes, et notamment l'audition de cette Madame Dambry. Sur la mort de Jérôme Pujol, Jean Coadon, c'est vrai qu'elle reste très imprécise, les versions ont varié, on l'a dit, on ne va pas revenir là-dessus, mais à une de ses co-détenues, elle aurait fait des confidences. Oui, alors ça c'est un élément récent, c'est qu'en effet, elle aurait confié à une codétenue que elle l'avait drogué, lui avait donné des tranquillisants et que tranquillisant plus alcool, c'est comme ça que elle en aurait profité. En effet, dans les premières constatations, il y a des traces de tranquillisants, en plus de l'alcool, vous l'avez dit, à fort dosage. C'est un élément de plus, mais avec Madame Dambry, on ne sait jamais, parce qu'elle est capable de dire à une codétenue qu'elle l'a droguée, et elle va bien sûr affirmer le contraire face au magistrat. Donc franchement, c'est un personnage assez fascinant et très compliqué. Et très déroutant, et d'ailleurs, s'il y a un procès un jour aux assises, ça va être tout à fait passionnant, parce qu'on va la voir évoluer, cette femme. La suspecte clame son innocence. Y aura-t-il justement un procès aux assises ? Mercredi 13 novembre 2024, Marie-France Dambry, 70 ans, comparée devant la chambre de l'instruction de Toulouse. Elle veut être libérée. Je n'ai rien fait. Je me suis occupée de lui quand personne ne le faisait, dit-elle en parlant de la victime, Jérôme Pujol. Son avocat, Jacques Lévy, assure qu'on veut lui faire porter le chapeau dans un dossier vide. La suspecte est toutefois maintenue en détention provisoire. Le parquet de Toulouse va demander le renvoi de Marie-France Dambry devant la cour d'assises du Tarn pour meurtre d'une personne vulnérable. On a perdu beaucoup de temps. Ça démontre bien que la ténacité et l'opiniâtreté payent, mais c'est vrai que c'était absolument consternant de lenteur et de dysfonctionnement, ça c'est certain. Et dans cette heure du crime, on retrouve Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi, spécialiste des affaires criminelles. Jean Coadon, vous êtes avec nous depuis le bureau RTL de Toulouse, depuis le début de cette heure du crime. Elle continue, Marie-France Dambry, à clamer son innocence. Et effectivement, elle s'est très bien expliquée devant la chambre de l'instruction de Toulouse. Elle pensait qu'elle allait sortir. Elle a 70 ans aujourd'hui, cette femme. Cette femme a 70 ans, elle est quand même incarcérée depuis mai 2023, c'est quand même, ça fait plus d'1 an, et devant la chambre de l'instruction, fidèle un petit peu à elle-même, elle a parlé beaucoup, menti sans doute un peu et beaucoup pleuré. Et voilà, et finalement on n'en sort jamais, c'est-à-dire que, et son avocat, Maître Lévy, a raison de dire que finalement elle ment tellement qu'on ne sait plus où on en est avec elle. Mais lui-même le reconnaît, Maître Lévy, effectivement, c'est des clientes difficiles.
difficile, ce genre d'escroc professionnel, encore une fois, qui a réponse à tout et qui s'en mêle presque les pinceaux dans ce qu'elle dit. Sur les coups donnés, on l'a dit, tout repose sur l'expertise du second légiste. Pourquoi est-ce qu'elle reste en prison? Parce qu'on a peur qu'elle s'en aille, qu'elle disparaisse? Parce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, qui connaît parfaitement ce dossier, puisque c'est la chambre qui l'a relancé, c'est important de le souligner encore, c'est qu'elle est capable de tout, y compris si elle sort, si elle était remise en liberté, elle est capable d'aller voir des témoins, de faire pression sur sur eux, d'imaginer un certain nombre de contre-feux. C'est ça qui pose problème, je pense. Si c'était une femme, elle nie. Pour l'instant, la cour d'assises, vous l'avez dit, le parquet a requis son renvoi devant la cour d'assises. On attend la décision de la juge d'instruction. Il est probable qu'elle renvoie Madame Dambry devant la cour d'assises du Tarn pour meurtre sur personne vulnérable, quand même un crime qui est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc l'enjeu était immense. Si elle sort demain, qu'est-ce qui va se passer? Il faut quand même se souvenir qu'en 2023, quand les gendarmes ont commencé à la soupçonner, ils n'ont pas été capables de retrouver son adresse. C'est-à-dire qu'elle est tellement dans le mensonge perpétuel que même son adresse postale, en Seine-et-Marne, ils ne l'ont pas trouvée. Ils ont dû l'arrêter dans la rue. Donc c'est quand même un personnage. On peut comprendre que les juges de la chambre d'instruction estiment que c'est un peu dangereux de la remettre en liberté. Là, je comprends beaucoup mieux, effectivement, avec vos explications, pourquoi cette femme reste en prison. Maître Carola Wolters-Christofoli, vous êtes avocate à Béziers, avocate des filles de Jérôme Pujol. Vous les connaissez, ces filles, depuis le début de cette enquête. Vous vous battez avec elles pour cette vérité judiciaire. C'est l'objet. Vos clientes, elles attendent que ça, avoir la vérité aujourd'hui. Absolument. On veut la vérité judiciaire et puis surtout, entendre la voix et les propos de Madame Dambry, absolument. Dans quel état d'esprit sont-elles, vos clientes, aujourd'hui? Elles sont sereines et elles sont dans l'attente d'une date d'audience, puisque nous avons eu récemment des réquisitions du procureur d'Albi, donc pour un renvoi devant la cour d'assises. Donc maintenant, nous attendons une date. Vous attendez une date, oui, effectivement, qui devrait être fixée peut-être assez rapidement. Après, cette personne peut faire évidemment appel de la décision du juge. Jean Coadon, un mot encore, parce que s'il y a procès aux assises, finalement, il y a peut-être pas de preuve formelle dans le fait qu'elle ait tué cet homme. Après tout, elle va jouer la carte d'une espèce d'accrochage qui a mal tourné, où cet homme s'est écroulé. Alors là, ce qui va faire la différence, ce sont les analyses des experts, c'est ça? Écoutez, c'est ce que dit son avocat, Maître Jacques Lévy, qui a quand même une longue expérience. Oui, tout à fait, c'est très bon avocat. Je suis prêt à aller devant la cour d'assises avec un dossier qui est vide. Alors, il est dans son rôle de défenseur. Le dossier n'est pas vide, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la preuve absolue que Madame Dambry a tué Monsieur Pujol. Il y a des constatations, des soupçons qui sont nourris. Les juges d'instruction, eux, n'ont pas de doute sur sa responsabilité. Mais comment les jurés du Tarn vont juger cette femme si elle finit devant la cour d'assises, ce qui est très probable? Ça sera un procès intéressant parce que il y a un doute, et il y a un doute réel. Il y a un doute réel, et j'ajoute à ça, Jean Coadon, je sais pas, vous allez peut-être me démentir, mais que effectivement, Maître Lévy, qui est pas né de la dernière pluie, vous l'avez dit, il va sans doute dire que effectivement il y a eu une deuxième autopsie, mais c'est une autopsie sur dossier. Cette personne, elle a lu un dossier, peut-être que effectivement c'est pas très clair. Oui, et comme il le dit très bien, on peut imaginer une dispute, le fait qu'elle l'ait poussé. Mais est-ce qu'on peut imaginer une femme à l'époque âgée de 60 ans en train de sauter à pieds joints sur le ventre de Monsieur Pujol? La question est posée. C'est pas une question facile. C'est une question, c'est la réponse qui est difficile. Et la réponse, elle est extrêmement difficile. Maître Carola Wolters-Christofoli, je termine cette émission avec vous. Il a fallu être persévérant de votre côté. C'est le moins qu'on puisse dire. 10 ans entre la mort de Jérôme Pujol et peut-être un procès. Il faut être persévérant, il faut se battre, il faut être pugnace, et c'est d'autant plus intéressant et important pour moi, parce que je ne suis pas au départ une avocate
extrêmement spécialisée en pénal, en tout cas d'assises. Donc c'est une belle gageure que d'en arriver aujourd'hui à cette future audience devant la cour d'assises. Merci beaucoup, maître Carola Wolters-Christofoli et Jean Coadon, ainsi que Patrick Hisson du bureau RTL de Toulouse. C'est vous qui avez assuré cette liaison et on vous en remercie. Merci à tous d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vignot, préparation Marie Bossard, Lisa Canales, réalisation Nicolas Godet. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Le corps d'une petite fille de 9 ans a été découvert ce matin à Besançon sous une couverture et sur le siège arrière d'une voiture appartenant à sa grand-mère. Elle aurait enlevé sa petite fille à la sortie de l'école. Apparemment, l'enfant a été tué de 2 balles dans la tête. Bonjour, le docteur Monique Berthaud était une femme de caractère, déterminée, volontaire, intransigeante, neurologue réputée. Le docteur Berthaud ne voulait que rien ne lui échappe, il fallait suivre ses avis. Selon elle, sa fille dérogeait à la règle, elle n'était pas devenue une bonne mère, elle éduquait mal la petite Sarah, la délaissait et même pire, la maltraitée. Un matin de l'automne 1992, le docteur Berthaud a ainsi enlevé Sarah, sa petite fille, puis lui a tiré 3 balles dans la tête. Elle l'avait, disait-elle, sauvée après avoir abrégé ses souffrances. Mais quelles souffrances ? Les enquêteurs, les juges et surtout les psychiatres ne vont cesser de s'interroger sur ce geste délibéré. Pourquoi une grand-mère est-elle allée jusqu'à l'assassinat de sa petite fille au nom de la détestation de sa propre fille ? Quelle mécanique l'a conduite au bord de l'abîme ? Question posée aujourd'hui aux invités de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. L'affaire Monique Berthaud, la grand-mère devenue assassin, c'est tout de suite sur RTL. Jeudi 8 octobre 1992, 16h30, Laurence Berthaud est devant la grille de l'école du Petit Saint-Joseph à Besançon. Elle attend la sortie de sa fille cadette, Sarah, 9 ans, demi-pensionnaire. Elle l'a déposée à l'école le matin même à 7h45. Dans le flot des enfants, Sarah reste invisible. La maman va voir l'institutrice, laquelle lui répond que sa fille a été absente toute la journée. Laurence Berthaud signale aussitôt la disparition au commissariat. Elle raconte qu'elle soupçonne sa propre mère, Monique Berthaud, 60 ans, médecin neurologue, d'avoir enlevé sa fille. Les 2 femmes ne s'entendent pas. Elles se déchirent depuis des mois. Selon Laurence, sa mère ne supporte pas son nouveau compagnon. Elle le dénigre. Les policiers filent chez Monique Berthaud, au numéro 103 rue des Granges à Besançon, mais ils trouvent porte close. Le docteur Berthaud, qui travaille pour le rectorat, n'est pas non plus à son bureau. Elle a posé un congé entre le 5 et le 9 octobre. Sa voiture, une Renault 21, a également disparu. Monique Berthaud, soupçonnée d'avoir enlevé sa petite fille, reste introuvable. Cette femme discrète, à l'allure sévère, veuve d'un médecin de campagne, est en conflit avec sa fille Laurence. Monique Berthaud estime, depuis des mois, que la petite Sarah n'est pas bien élevée, pas assez protégée par sa mère. À l'école, elle serait devenue la tête de turc de ses camarades. Personne n'a rien remarqué pourtant de tel. L'écolière, un peu garçon manqué, amoureuse des chats, inscrite en cours de judo, toujours flanquée de Fanny, sa meilleure amie, n'a pourtant pas l'air maltraitée. En décembre 91, Monique Berthaud a écrit une lettre, 17 pages, au juge des enfants. Elle voulait attirer l'attention sur le cas de Sarah. Elle expliquait que sa petite fille était en souffrance, moins choyée que sa sœur. Elle avait diagnostiqué chez elle des troubles du comportement. La grand-mère neurologue avoue également avoir fait pratiquer sur Sarah un électroencéphalogramme et un scanner à l'insu de la maman. Elle demandait un droit de visite de ses 2 petites filles. Le juge a alors conseillé des examens médicaux pour Sarah. Aucun dysfonctionnement détecté, aucun mauvais traitement constaté. Lundi 12 octobre, 4 jours après la disparition, le docteur Berthaud n'est pas de retour à son travail. La mère de Sarah est submergée par l'inquiétude. Aux enquêteurs, elle raconte le chantage permanent exercé par sa mère, les appels téléphoniques accusateurs. Le juge des enfants lui a conseillé de rompre avec elle. Quand sa mère vient visiter les filles, elle exige toujours d'être là.
Le docteur Berthaud s'est en effet montré quelquefois menaçante envers son compagnon. Elle a même brandi un revolver devant les enfants. Laurence Berthaud dira plus tard, à propos de sa mère médecin, « Avec elle, j'étais comme en cage, elle m'étouffait, elle me bouffait de l'intérieur. » Monique Berthaud, la grand-mère, unique suspecte de l'enlèvement de la petite Sarah, est activement recherchée, mais aucune trace de cette femme médecin qui semble enfermée dans un conflit familial qui n'a fait que s'aggraver. Personne ne peut imaginer le pire, parce que la grand-mère, elle adore sa petite fille, et pourtant c'est bien l'indicible qui va se produire, une tragédie que je vais vous raconter dans la suite de l'heure du crime. Il faut revenir pour l'instant à Besançon, ce 8 octobre 1992, l'enlèvement, avec nos invités. Bonjour Maître Philippe Sarda. Bonjour Monsieur Richard. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Alors Philippe Sarda, vous êtes avocat au barreau de Paris. Et à l'époque, vous avez défendu Monique Berthaud, notamment au procès. On va en parler plus tard de ce procès. Vous avez défendu Monique Berthaud, c'est-à-dire la grand-mère, avec votre confrère, maître Henri Leclerc. Vous étiez tous les deux pour plaider sa cause. Alors, il faut tout de suite donner une idée de la couleur de ce différend familial. La grand-mère, elle est en guerre avec sa fille depuis des mois. Mais pourquoi il y a cette espèce de crispation qui s'est mise en place ? Vous me posez directement... c'est le cœur de l'histoire. C'est le cœur de l'histoire et effectivement, le pourquoi et le comment sont au cœur de cette histoire et ils sont complexes puisqu'il y avait effectivement une mésentente, il y avait des comportements de part et d'autre qui pouvaient justifier des querelles familiales ou des petits chocs. Mais il est évident que l'ampleur qui était vécue, je pense sincèrement, par Madame Berthaud, sans doute dans un processus de, comme on dit en psychiatrie, d'interprétation. Et d'enfermement aussi. Et d'enfermement n'existait pas réellement. C'est ça, donc elle, toute seule, il y a cette espèce de huis clos, on peut le dire comme ça, entre la mère et sa fille, et voilà, on s'invective et on se regarde de travers, etc. Ça monte, c'est ça ? Ça peut se résumer comme ça. Ouais, c'est un petit peu le cheminement. Bonjour Daniel Zaguri. Bonjour. Merci beaucoup d'être également avec nous dans le studio de l'heure du crime. Alors vous allez évidemment nous éclairer sur ces aspects psychiatriques et psychologiques qui effectivement sont au cœur de cette histoire. Vous êtes psychiatre, expert honoraire auprès de la Cour d'appel de Paris. Vous avez expertisé Monique Berthaud, c'est important parce que vous connaissez très très bien ce dossier et c'est pour ça que vous avez accepté de venir nous voir. Et puis vous êtes l'auteur du livre « Comment on massacre la psychiatrie française » qui a été publié aux éditions de l'Observatoire. Daniel Zaguri, Monique Berthaud, elle paraît omniprésente. C'est sa fille qui parle. Elle dit « elle m'étouffait ». C'est-à-dire que cette grand-mère, elle est partout, elle veut tout contrôler, c'est ça ? Oui, c'est une grand-mère intrusive qui ne laisse aucune place à sa fille, qui a des convictions, notamment la conviction qu'elle s'occupe très mal de la petite Sarah, que la petite Sarah a un retard psychomoteur. Et comme vous l'avez dit, elle fait des examens neurologiques en douce. Et donc, elle a une sorte de distorsion passionnelle centrée sur sa petite fille qui devient totalement insupportable à Laurence, sa fille, et qui prend probablement sa source dans l'histoire même de Monique Berthaud, puisque elle-même a été déscolarisée jusqu'à l'âge de 7 ans, et avec une mère étouffante, intrusive. C'est ça. Et donc ce rapt, Daniel Zaguri, parce qu'il faut l'appeler comme ça, elle enlève sa petite fille, même si tout paraît à peu près normal, il n'y a pas de violence à ce moment-là. C'est une prise d'otage. Elle prend en otage la petite fille, mais elle prend aussi en otage sa propre fille. Oui, absolument. Alors, il y a quelque chose qui est assez poignant, c'est qu'elle avait appelé au secours. Elle avait envoyé La grand-mère, La grand-mère, Monique Berthaud, elle avait envoyé une longue lettre au juge des enfants pour expliquer à quel point Sarah était l'objet de maltraitance. Et elle avait fait appel au médiateur et il n'y avait pas eu de réponse. Et devant ce qu'elle a perçu elle-même comme un silence complice, une absence de réponse, non seulement
seulement il n'y a pas eu de réponse, mais il y a eu même le contraire, puisque l'enquête du juge des enfants a montré que cette petite fille était élevée dans des conditions tout à fait normales. Philippe Sarda, vous avez encore une fois défendu Monique Berthaud lors de cette affaire. Apparemment, elle a prémédité son geste. Elle avait tout prévu, non ? Lorsqu'elle vient chercher la petite Sarah. Elle avait tout prévu avec deux hypothèses. Je pense que dans la réalité, évidemment, tout était prévu. L'arme était là. Elle avait un nombre de munitions absolument incroyable. Les médicaments, les produits. Mais je pense que lorsqu'elle va chercher Sarah, tout n'est pas clos, tout n'est pas décidé. Elle doit savoir pour de bon. Dans ce qui, à mon avis, était son délire. Elle va savoir, grâce à cette rencontre avec Sarah, toutes les deux toutes seules, dans un endroit isolé, là, elle va pouvoir se rendre compte définitivement, et si ça se confirme, elle passera à l'acte. 5 jours plus tard, l'enlèvement de Sarah va tourner à la tragédie. Mardi 13 octobre 1992, vers 9h, un riverain de la rue des Granges à Besançon, l'adresse de Monique Berthaud, alerte le commissariat sur le comportement déroutant d'une conductrice. Celle-ci est sortie de sa voiture, une Renault 21. Elle titube, l'air hagard, pieds nus. Il s'agit du docteur Berthaud. Les policiers arrivent, lui font ouvrir le coffre. Sur la banquette arrière, il y a un corps sans vie. Ce n'est rien, c'est une poupée, dit-elle. La petite Sarah repose entre deux oreillers tachés de sang. Des feuilles d'arbre sont collées à ses cheveux. Sous le siège, avant gauche, on retrouve un revolver 22 longs rifles, de nombreuses boîtes de médicaments, des seringues, des aiguilles, des boîtes de munitions. Les légistes, qui examinent l'enfant, établissent que celle-ci a été tuée par arme à feu. Elle a reçu 3 balles dans la tête, une dans la nuque, 2 près de la tempe droite. Aucune autre trace de violence constatée. Mardi 13 octobre, 15h30, Monique Berthaud est placée en garde à vue au commissariat de Besançon. Elle raconte que le jeudi 8, elle a accosté Sarah qui rentrait à l'école. Elle lui a proposé de l'emmener avec elle. Elle avait chargé la voiture de jouets qu'elle aimait bien. Elle était resplendissante de bonheur, précise la grand-mère. Celle-ci dit avoir roulé jusqu'à Tarsenay, au milieu des prairies. Elle s'est promenée avec sa petite fille. Sarah lui a raconté ses vacances dans le Midi avec sa mère, sa sœur, le nouveau compagnon de sa mère et les 3 fils de ce dernier. Sarah lui a dit que la nuit, elle entendait du bruit qui provenait du lit de sa mère. Description qui aurait agi comme un déclic. Je ne pouvais pas en supporter davantage, dit la grand-mère qui ajoute « J'ai eu envie de mettre fin à mes jours et à ceux de Sarah ». Le docteur Berthaud a alors pris la direction d'un bois à Méret sous Montron. Elle a donné du Tranxène à Sarah pour l'endormir, mais ça ne marchait pas. Elle lui a fait une injection. Elle s'y est prise à plusieurs reprises car l'enfant bougeait. Une fois endormie, elle a pris le revolver. Elle a tiré une première balle dans la nuque. 2 autres tirs ont suivi. J'avais peur de rater mon coup. J'ai bien visé pour que Sarah ne reste pas handicapée. J'ai bien visé en plein milieu de la nuque, dit Monique Berthaud. Elle ignore combien de temps elle est restée dans la forêt. Le docteur Berthaud explique qu'elle a tué Sarah pour qu'elle cesse de souffrir. Selon elle, l'enfant était martyrisé depuis sa naissance par sa mère. Elle s'interroge. Pourquoi ai-je agi ainsi ? Pourquoi m'en être pris à cette petite fille que j'aimais tant ? C'est parce que je l'aimais. Elle était malheureuse. Elle ne pouvait pas rester comme cela. Elle se reprend. Puis je veux que ma fille soit malheureuse pour toujours. Je ne lui pardonnerai jamais sa cruauté. La médecin reconnaît avoir prémédité son geste. Le 7 octobre, je me suis dit, c'est le moment. Elle a mis l'arme et les médicaments dans la voiture. Monique Berthaud est en prison, mais la question qui surgit aussitôt est est-ce que cette grand-mère est démente ? Est-ce qu'elle peut être jugée ? Les experts, et notamment les psychiatres, ont leur mot à dire. On va voir cette question qui va se poser dans la suite de l'heure du crime. Alors il faut effectivement raconter presque l'indicible, j'ai envie de dire. On va pas donner tous les détails, parce que les détails de l'enquête et effectivement le scénario de cet assassinat, il est quasiment insoutenable. Elle raconte de quelle manière, Philippe Sarda, vous êtes à l'époque l'avocat avec Maître Henri Leclerc de Monique Berthaud, avocat à Paris. Sur quel ton elle raconte tout ça ? Elle a été très choquée le matin, on l'a vu titubant sortir de sa voiture, mais là, elle est en garde à vue et elle donne tous les détails de manière très précise. Elle se souvient de tout.
Elle se souvient de tout. D'ailleurs, les experts parleront d'hypermnésie. Elle a une mémoire extrêmement effective. Et c'est d'ailleurs, je trouve, un signe de son état mental. Elle évoque tous ces faits, vous avez raison de le dire, effroyables, de façon très froide, très technique. Médicale, chirurgicale, on pourrait presque dire. Avec un recul qui évidemment effraie. Bon, il faut aussi se replacer dans le contexte pour ce qui concerne en tout cas sa garde à vue. C'est qu'elle est retrouvée après avoir passé plusieurs jours dans le coma. Oui. Elle sait pas trop d'ailleurs combien de temps elle est restée. Absolument. Donc elle est quand même dans un état physique anormal. Elle a des blessures, elle a des escarres assez profonds. Enfin, elle a fait un véritable coma. Ces déclarations suivantes seront en tout cas en ce qui concerne cette précision froide, ne varieront jamais. C'est ça, elle va être précise jusqu'au bout. On a l'impression aussi qu'elle a tout prévu, l'essentiel, les armes, etc. Vous nous l'avez dit, elle met même des jouets dans la voiture pour qu'effectivement la petite, elle soit à l'aise, qu'elle soit bien. C'est Monique Berthaud. Donc organisée, c'est planifié. Les faits lui ressemblent. Rien n'est laissé au hasard. Il y a des trames. Comme je le disais précédemment, sans doute 2. Moi, je n'exclus pas que elle se soit, entre guillemets, de très gros guillemets, donné une chance de ne pas en arriver là, si elle pouvait se convaincre que Sarah n'était pas aussi malheureuse qu'elle le pensait, mais vous avez rappelé ce qui déclenche le passage à l'acte, et en fait, disons-le, c'est un prétexte. Et d'un égoïsme absolu. Il n'y a pas d'autre mot, parce que là, effectivement, elle s'empare de cette petite fille qui est sans défense. Il ne faut pas l'oublier, elle a 9 ans, Sarah, 9 ans. À 9 ans, vous ne pouvez pas essayer de vous enfuir, et vous ne pouvez pas riposter à quelqu'un qui a son ascendant sur vous. Daniel Zaguri, vous êtes avec nous, psychiatre, expert honoraire auprès de la Cour d'appel de Paris. Vous avez expertisé à l'époque Monique Berthaud. Elle dit quelque chose. Alors moi, je ne comprends pas, mais vous, psychiatre, vous allez m'expliquer ça. Pourquoi est-ce que j'ai agi ainsi ? C'est parce que j'aimais cette petite fille, parce qu'elle était malheureuse, il fallait la sauver. Il faut m'expliquer ça. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous le tuez pas ? Oui, mais... c'est compliqué, Les crimes d'amour, c'est une formule qui avait beaucoup de succès au 19e siècle et au début du 20e siècle. Non, elle aimait sa petite fille, mais comme vous venez de le dire, elle l'aimait de façon totalement égotique, possessive, sans lui laisser la chance, sans lui laisser d'altérité, sans lui laisser de vie propre. Et donc, elle avait capté sa petite fille, et en même temps, elle manifestait une hostilité haineuse à l'égard de sa fille. Donc il y a ce double mouvement dans ce passage à l'acte, et la question qui est posée aux experts, évidemment toujours la même, c'est celle de l'aliénation mentale. Et voilà. Alors bien entendu, Monique Berthaud a un certain nombre de troubles, mais c'est là que les mots sont importants. C'est pas un délire, c'est une distorsion passionnelle, c'est une conviction passionnelle. Et si vous voulez, il y a une grande continuité entre son évolution avant les faits, sa manière de procéder, son mode opératoire, et son évolution après les faits. Il y a une grande continuité qui se situe dans un registre paranoïaque. Et comme elle est paranoïaque, c'est toujours l'autre qui est responsable. Et donc elle est incapable de vivre de dire ce que vivent les grands déprimés, c'est-à-dire je suis indigne, je suis mauvais, non, c'est l'autre qui l'est. Et j'ajoute à ça, Daniel Zaguri, vous l'avez dit, vous l'avez esquissé, mais c'est que elle veut punir sa propre fille. Tu es une mauvaise mère, je t'ai montré comment il fallait faire, tu n'as pas respecté, je vais te punir, à jamais. Oui, donc il y a une dimension de psychorigidité, de conviction absolue. On est pas loin d'une activité délirante, mais si vous voulez, nous psychiatres, quand nous avons ce type d'affaires et que nous sommes interpellés par la justice, nous basculons sur des motifs
technique. Ouais, c'est donc ça. on n'est pas dans une parenthèse mélancolique, dans un effondrement où elle aurait en quelque sorte tué sa petite fille pour lui épargner un sort terrifiant. On est malheureusement dans une grande continuité qui relève de sa personnalité paranoïaque. Un petit mot, maître Philippe Sarda. Elle a dit qu'elle voulait se suicider. Elle a dit je vais me suicider avec ma petite fille. Elle l'a pas fait. Elle avait tout ce qu'il fallait pourtant. Elle l'a fait. Et ça, moi, je me suis toujours battu pour qu'on reconnaisse son suicide. Alors, il y a eu des discussions, on a retrouvé une seringue, elle aurait pu utiliser la seringue. Moi, je me souviens très bien de ce qu'elle m'expliquait à ce sujet. Elle souhaitait utiliser cette seringue, mais elle a quand même ingurgité 5 boîtes de Tranxène, et elle s'en était voulu, en fait, de ne pas les mettre en poudre, parce que le fait de les prendre les uns après les autres, en fait, elle s'est endormie avant de pouvoir faire l'injection. Elle est restée quand même des jours dans le coma. Je ne pense pas qu'on puisse remettre en cause sa véritable volonté suicidaire. Des aveux, des preuves, mais la suspecte numéro 1 a-t-elle toute sa tête ? Le matin, on a vu toute la police et on a vu que la voiture était garée en face. Et que la petite était dans l'auto. Quand même, une petite... Moi, j'en pleure de ces trucs-là, quand même. C'est horrible. C'est horrible. Elle a tué la petite. Novembre 1992, 2 mois après l'assassinat de la petite Sarah Berthaud, les psychiatres Serge Bronstein et Daniel Zaguri sont les premiers à examiner Monique Berthaud. Ils la décrivent comme une femme surexcitée, véhémente, revendicative, qui ne s'arrête pas de parler. Pour elle, il n'existait aucune issue que la mort pour la petite Sarah. Personne ne l'avait écoutée, les juges, les médecins. Ces appels à l'aide étaient restés vains. Les experts notent chez Monique Berthaud une conviction inébranlable. Selon elle, la petite Sarah était rejetée depuis sa naissance. Elle était belle, mais elle se trouvait laide. Elle était créatrice, mais on l'a traitée de débile. Elle était capable d'être éduquée, mais on l'a présentée comme incapable. Monique Berthaud ne se réveille pas comme dans un cauchemar. Elle sait que désormais, Sarah ne souffrira plus. Elle est même soulagée. Elle n'éprouve pas de sentiment d'indignité, écrivent les psychiatres. Le discernement de la suspecte n'est pas aboli. Samedi 19 mars 1994, la contre-expertise des docteurs Courbet et Cordier va dans le sens du premier examen. Les médecins constatent chez Monique Berthaud des traits de type paranoïaque, une psychorigidité du caractère, une incapacité à l'autocritique, une tendance à la suspicion et des réactions qui peuvent être agressives. Les médecins ont détecté chez la suspecte un syndrome très rare, l'hypermnésie, se souvenir de chaque détail de sa vie dès lors qu'on présente au sujet une date. Et on retrouve dans cette heure du crime Daniel Zaguri, psychiatre expert honoraire auprès de la Cour d'appel de Paris. Je le disais, Daniel Zaguri, vous avez expertisé Monique Berthaud avec cette question. Est-ce qu'elle a toute sa tête, cette femme ? Déjà, dites-nous votre premier contact avec Monique Berthaud. Quelle est cette femme qui est en face de vous ? Comment vous la... pas jugez, mais comment vous la considérez ? Alors c'est une femme impressionnante. Une très forte personnalité qu'on est contraint d'écouter, c'est-à-dire que avec quelques relances, mais il y a que elle qui parle. Elle est totalement rétive à la moindre contradiction, au moindre doute de l'interlocuteur. Donc moi je me souviens d'avoir été frappé par son parcours d'autodidacte. Elle avait été vendeuse, puis infirmière, puis laborantine, puis elle avait passé le bac par correspondance, puis elle avait fait des études de médecine, elle avait passé et réussi l'internat, et elle était devenue neurologue. À 40 ans. À 40 ans. Pardon. Et elle avait une clientèle qui avait beaucoup de respect pour elle. Et comme elle devait s'occuper de plusieurs personnes âgées, elle avait quitté son activité libérale pour être conseillère auprès du rectorat. Et donc c'est une femme, je dirais, une très forte personnalité,
très rigide, très projective, c'est-à-dire que c'était toujours la faute des circonstances des autres, de sa fille. Et quelle fragilité ou quelle faille vous détectez chez elle? Ou peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce que... On en a tous. Oui, même vous. Ouais, moi le premier. Oui, bien sûr. Et moi le premier. Alors sa faille, derrière ce blindage, cette espèce d'impression de force, sa faille, il faut probablement la chercher dans l'enfance, comme toujours, avec une mère très intrusive qui ne la scolarise pas jusqu'à l'âge de 7 ans, et avec un destin qui ressemble à ce que sera celui de sa fille plus tard, c'est-à-dire une gamine rebelle qui veut pas aller à l'école, qui interrompt ses études et qui fait un petit métier aux grandes dames de ses parents. Ouais, c'est ça. Donc elle veut pas que ce schéma soit reproduit finalement. Hein. Donc elle veut couper court à tout ça et mettre le voile là-dessus. Maître Philippe Sarda, vous défendiez à l'époque avec Maître Henri Leclerc, Monique Berthaud. Vous êtes avocat évidemment. Elle dit qu'elle a appelé à l'aide, Monique Berthaud. Hein, elle a sonné à la porte des médecins, des juges, etc. On ne l'a pas écoutée. Mais est-ce qu'elle appelle à l'aide pour sa petite fille, pour sauver sa petite fille, ou bien pour se sauver elle? Je pense qu'elle appelle à l'aide, alors... Est-ce le bon terme? Je pense qu'elle a... c'est ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai appelé à l'aide. Mais quand on regarde la démarche, notamment auprès du juge des enfants dont on a parlé, elle recherche des confirmations. Elle veut que quelqu'un vienne dire avec elle ce qu'elle affirme. Autrement dit, que Sarah subit une maltraitance de la part de sa mère et que les retards qu'elle-même constate en sa qualité de neurologue sont dus à cette maltraitance. C'est ça qu'elle recherche objectivement. Et même question qu'à Daniel Zaguri, lorsque vous la voyez, vous, la première fois, vous allez la voir apparaître à un certain moment, elle est conforme à ce que vous attendiez d'elle, ce que vous aviez pu lire du dossier? À l'époque, vous êtes avec Henri Leclerc. Je la rencontre, moi, au parloir de la Maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, où j'ai passé des heures avec elle. Et je suis très jeune avocat à l'époque. Hein. J'ai, je sais pas, peut-être 1 an de palais et encore. Et je me retrouve en présence de cette femme très impressionnante, effectivement très projective dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je suis littéralement écrasé par sa conviction. À ce point? Oui. Dans les premiers temps, j'ai le souvenir de sortir de ces parloirs absolument épuisé, à avoir résisté à ces démonstrations, parce qu'évidemment, je dois rester dans un recul et ne pas adopter là, les yeux fermés, ce qu'elle raconte. Ce qu'elle raconte. J'avais accès au dossier, donc j'avais quand même des réserves à faire et essayer de l'amener subrepticement à peut-être varier sur certains points. Mais elle va pas varier beaucoup. La neurologue voulait un procès, eh bien il va avoir lieu. Mardi 10 juin 1997, Monique Berthaud, 65 ans. Tailleur pantalon clair, cheveux très courts, droite, froide, élégante. Et devant la cour d'assises du Doubs, à Besançon. Je ne suis pas folle et je veux qu'on me juge. Je ne veux pas qu'on me déclare irresponsable pénal, annonce d'emblée l'accusée à la présidente de la cour, Marie-Agnès Crédoz. Elle écoute l'acte de renvoi puis commente. J'assume tout à fait, mais je ne peux pas croire que ce que j'ai entendu, ce soit moi, dit-elle. L'accusée raconte pendant 1 heure son parcours sans jamais s'arrêter. Elle apparaît le plus souvent indifférente. Sa fille Laurence, maman de Sarah, vient témoigner. Sarah était une enfant comme toutes les autres, naïve, au cœur grand ouvert, prêt à prendre ce qu'on lui donnait. Elle ajoute, Madame Raskin n'avait pas le droit de donner la mort. La présidente lui fait remarquer qu'elle appelle sa mère de son nom de jeune fille. Réponse, ce n'est pas ma mère, c'est la personne qui m'a mise au monde, mais ce n'est certainement pas ma mère. Les experts psychiatres chargés d'examiner Monique Berthaud demeurent déroutés par son cas. Depuis 4 ans, nous ferraillons dans des discussions sans fin, alors qu'habituellement, nous sommes d'accord dans 99,5% des cas, dit avec une certaine franchise le docteur Michel Dubec. L'un des avocats de l'accusé, maître Henri Leclerc, lui demande si elle veut vraiment être jugée et condamnée. Elle répond « Oui, j'ai commis un acte affreux, je l'ai commis dans un grand mal, mais je l'ai commis. » 3 jours de procès, Monique Berthaud est condamnée à 12 ans de prison.
Et dans cette heure du crime, on retrouve notre troisième invité, c'est Marie-Agnès Credoz, présidente de la Cour d'assises du Doubs, lors du procès de Monique Berthaud. Maître Marie-Agnès Credoz, merci beaucoup d'être avec nous dans l'heure du crime. Alors vous êtes à ce procès et vous tenez un rôle capital, hein, vous le présidez, ce procès. Quelle femme avez-vous devant vous ? C'est une femme qui est très rigide, on le voit tout de suite. D'abord, elle est extrêmement mince, elle est habillée d'un tailleur très clair, très clair mais neutre à la fois. Elle a des cheveux grisonnants, elle est droite comme un i. Voilà, elle s'est présentée à moi avant la cour d'assises, puisque je l'ai vue on a l'obligation de faire ce qu'on appelle un interrogatoire d'identité, et je l'avais vue pour la première fois à ce moment-là. Et déjà là, elle m'avait dit, on ne peut évidemment absolument pas aborder le fond de l'affaire, mais elle m'avait simplement dit ce mot: Madame, ce procès, pour moi, ça n'a aucune importance. Je suis morte avec ma petite fille. Et je ne veux pas que Maître Leclerc plaide l'irresponsabilité pénale. Voilà le premier contact que j'ai eu avec cette femme. Alors, une question encore, Marie-Agnès Credoz. Le face-à-face entre la mère et la fille, il est particulièrement glacial. J'aurais presque envie de vous dire que c'est un peu la question qui tue, parce que face-à-face, il n'y a pas eu. Monique Berthaud, j'y tenais à souhaiter parler à sa fille, mais quand elle a parlé à sa fille ne l'a jamais regardée. Laurence n'a jamais employé le mot ma mère, mais évidemment pas maman, et même pas Madame Berthaud, elle l'appelait Madame Raskin. Tout à fait. Raskin étant le nom de filiation de Madame Berthaud. Donc elles ne se sont jamais regardées. Laurence n'a jamais regardé sa mère. Et quand Laurence est venue parler à la cour d'assises, elle n'a pas une fois tourné la tête vers sa mère. Madame Berthaud, elle regardait sa fille d'un regard très froid, mais Laurence n'a jamais tourné le regard vers sa mère. Maître Philippe Sarda, on entend, et c'est passionnant ce que dit Marie-Agnès Credoz, elle était évidemment à ce procès. Et vous aussi, avec Maître Henri Leclerc, vous défendiez Monique Berthaud, impossible à défendre. C'est elle qui mène le procès. J'ai l'impression qu'elle prend le contrôle de l'audience. Non, heureusement, elle n'était pas impossible à défendre. On a difficile, hein. On a été deux à plaider et on avait de nombreuses choses à dire, mais elle était très difficile à défendre, puisqu'à l'instar de ce qu'avaient vécu les experts psychologues et psychiatres, les juges, les policiers, à l'époque ses proches, elle était totalement imperméable à toute opinion qui n'était pas très exactement la sienne. Oui. Et en ce qui concerne sa défense, évidemment, elle avait une opinion très arrêtée. Elle voulait que nous plaidions ce qu'on appelle le suicide altruiste. Un mot là-dessus, alors dites-nous. Suicide altruiste, vous savez, c'est quelque chose qui existe et qui est reconnu. Homicide, suicide altruiste, c'est quand l'auteur du crime d'abord se projette dans sa victime, c'est-à-dire s'identifie à sa victime, voit dans cette victime le même malheur que le sien, et en tuant cette victime et en se tuant avec, il a l'impression d'éviter le mal ou de le réparer. Et c'est ça, elle voulait ça, elle était sur cette ligne, hein, Monique Berthaud. C'était absolument, c'était sa thèse qui était évidemment en partie contredite par son hostilité à sa fille. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas exclure des faits un acte punitif, vengeur à l'égard de sa fille Laurence, lui faire du mal. Daniel Zaguri, vous êtes avec nous dans l'heure du crime, psychiatre, expert honoraire auprès de la Cour d'appel de Paris. Et évidemment, vous avez à l'époque expertisé Monique Berthaud. Il y en a eu beaucoup, des expertises de psychologues, de psychiatres. Et pourtant, on arrive à ce procès et se pose toujours la question, est-ce qu'elle va bien dans sa tête ? On continue à se la poser cette question, c'est compliqué. Le problème de l'expert n'est pas de savoir si elle va bien dans sa tête. Et vous remarquerez que tout le monde dit la même chose. La présidente des Assises, qui était d'ailleurs une présidente tout à fait remarquable, dont tout le monde se souvient, d'ailleurs, elle est avec nous. Maître Sarda et moi-même, nous décrivons la même personne, droite comme un i, psychorigide, projective. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa tête, sinon elle ne se serait pas retrouvée aux assises. La question est, est-ce que seule la maladie mentale aliénante peut éclairer l'acte qui a été commis ? Or, on ne se trouve pas, là j'ai une nuance avec Maître Sarda, on ne se trouve pas devant un crime altruiste, mais devant un crime de non-séparation, c'est-à-dire un crime d'unisson. On va rester ensemble, unis pour l'éternité. On n'est pas dans quelque chose où on veut éviter
à l'enfant un sort pire que la mort. On n'est pas dans une parenthèse délirante. Encore une fois, et je pense que c'est l'élément principal qui nous a fait pencher pour l'altération et non l'abolition, il y a une grande continuité entre cette personnalité que tout le monde décrit, le mode opératoire et son évolution ultérieure. Philippe Sardin, un petit mot. Il y a le verdict. Quelle est sa réaction à votre cliente Monique Berthaud ? La froideur. Toujours la même. Pas un mot. Pas de réaction. Moi, ça c'est très personnel. J'ai décelé une déception. Parce que je pense qu'elle avait beau dire qu'elle souhaitait être jugée, elle avait beau clamer sa culpabilité, je pense qu'elle espérait en secret que sa défense du suicide altruiste convaincrait et que par conséquent il y aurait un geste beaucoup plus fort de la cour d'assises alors que c'était déjà un verdict indulgent. Tout à fait. La condamnée va purger sa peine et se faire presque oublier. Sarah repose au cimetière des Chaprais, à Besançon, dans une tombe en marbre rose surmontée d'une colombe en pierre. La famille, et notamment sa sœur, se souvient d'elle comme une petite fille qui n'aimait pas beaucoup l'école, adorait les vacances à la mer et rêvait d'aller un jour dans le désert du Sahara. Après l'assassinat, Monique Berthaud avait laissé un testament dans lequel elle demandait pour elle un cercueil en contreplaqué, ni fleurs, ni prêtres, ni parents, ni amis, personne, pour que ma mort soit conforme à ma vie, écrivait-elle. C'était pas un monstre, Madame Berthaud. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est terrible d'avoir cette personnalité. Des fois, on se dit, mon Dieu, quelle chance nous avons de ne pas être structurés sur un tel mode. Moi, souvent, après mes affaires d'assises, je me disais, mais mon Dieu, merci de ne pas avoir la personnalité de ces gens-là. Et ce sont vos propos, Marie-Agnès Credos, présidente de la cour d'assises lors du procès de Monique Berthaud. Marie-Agnès Credos, vous êtes l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. Qu'est-ce qu'elle est devenue tout ce temps-là, Monique Berthaud ? J'avais appris, mais tout à fait incidemment, ce qui n'est pas un scoop ni une surprise pour moi, qu'elle avait une attitude parfaite en prison et qu'elle aidait même ou qu'elle collaborait avec les médecins à certains moments. Quand je dis collaborer, je m'entends, mais enfin que sa capacité et ses compétences en médecine, sans doute, les a utilisées en prison. J'ai eu très récemment, d'une façon tout à fait conjoncturelle, cette année, des nouvelles, et j'ai appris qu'elle était partie vivre à Paris et qu'elle était décédée. Elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. On ne sait pas comment on fait, effectivement. Elle s'est suicidée, Monique Berthaud. Marie-Agnès Credos, une grand-mère qui tue sa petite fille. Alors, il y a très peu de cas, j'ai envie presque de dire, c'est peut-être sur les doigts d'une main ou des deux mains, mais c'est rarissime. Évidemment, dans tous les procès que j'ai été amenée à présider, c'est la seule fois que j'ai vu une telle fête. Oui, je pense. Enfin, vous peut-être, puisque vous êtes spécialiste des faits divers judiciaires, je ne sais pas si vous en avez vu beaucoup. Non. Moi, en 10 ans de présidence de cour d'assises, c'est le seul procès de cette nature-là que j'ai vu. Bien sûr, oui. On emploie des mots qui ne sont pas les bons. J'ai envie de vous dire heureusement, mais ça va de soi, si vous voulez. Mais on était dans quelque chose, de toute façon, d'hors norme. Hors norme, effectivement. On le dit souvent, parfois en matière judiciaire, mais là, ça s'y prête parfaitement. C'est adapté. Philippe Sardin, avocat au barreau de Paris, avocat avec maître Henri Leclerc de Monique Berthaud, à l'époque de son procès, affaire hors norme, parce qu'elle vous a beaucoup marqué, cette affaire. Parce qu'aujourd'hui encore, vous vous posez sans doute des questions. Vous en parlez souvent de cette affaire. Elle m'a beaucoup marqué. La preuve, c'est que je m'en souviens très bien. Je peux vous dire que c'est pas le cas de tous les dossiers que j'ai plaidés, et pour cause. Elle m'a beaucoup marqué par les faits, évidemment, par la personnalité de la cliente. J'ai aussi un souvenir personnel. Vous savez, Henri Leclerc était mon patron, mon maître. Ouais. Grand avocat. Très grand avocat, et dont je salue la mémoire, parce qu'il nous a quittés en septembre. Et c'était la première fois que je plaidais à ses côtés. Donc je me souviens de cette plaidoirie avec émotion. J'avais derrière moi une cliente redoutable, et à côté de moi, mon maître, à qui j'avais évidemment envie de donner de la fierté. Daniel Zaguri, la même question pour vous. Vous êtes psychiatre, expert honoraire auprès de la Cour d'appel de Paris. Vous aviez expertisé à l'époque Monique Berthaud.
affaire hors norme. C'est un peu un cliché de dire ça, mais en l'occurrence, c'est rarissime, une grand-mère qui tue sa petite fille. Oui, d'une part c'est hors norme, et d'autre part j'étais jeune, comme vous, et je crois que toutes les personnes qui ont croisé ce dossier s'en souviennent. Donc la présidente des Assises nous l'a dit, Michel Dubec n'a jamais raté, c'était mon ami, une occasion de me taquiner sur nos désaccords présumés. En fait, je pense qu'il n'y en avait pas, mais bon. Et Henri Leclerc, à chaque fois que je le croisais, 10 ans, 20 ans, 25 ans après, me parlait de Monique Berthaud, et il en a parlé d'ailleurs dans son dernier livre. Et il dit, c'est une femme, ça me gênait, il y avait quelque chose qui me gênait chez elle, j'étais embarrassé avec ce dossier. Oui, c'est sûr que l'avocat n'a pas une grande marge de manœuvre. Monique Berthaud, elle l'a dit à la présidente, ne voulait pas qu'Henri Leclerc plaide la maladie mentale. Et Henri Leclerc, au dernier moment, parce qu'il a vu que l'abolition, ça ne passerait pas, s'est rallié, si je puis dire, à mon expertise, mais c'était pas franchement très spontané. Maître Philippe Sarda, alors évidemment, on a beaucoup parlé de Monique Berthaud. La seule victime et la vraie victime, c'est la petite, c'est Sarah. Effectivement, à ce procès, ça devait être particulièrement éprouvant. Vous avez pensé à cette famille, à cette petite fille. Il y avait la maman qui était là. Sarah est la première victime, sa sœur, et et évidemment sa mère. Imaginez que sa propre mère tue sa fille. Enfin, ça remplit d'effroi. Et c'était évidemment pour nous à la Défense. Il y a des jours où le banc de la Défense est plus compliqué que d'autres. Et dans cette affaire, évidemment, affronter ces victimes était difficile. Bon, les faits n'étaient pas contestés, ce qui évitait d'avoir à soutenir des thèses insupportables pour elle. Cette émission est dédiée à la petite Sarah, à ses proches et à sa sœur, pour qui nous avons aujourd'hui une pensée très particulière. Merci beaucoup à vous. Merci Daniel Zaguri, maître Philippe Sarda et Marie-Agnès Credos d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Lisa Canales, réalisation en direct Nicolas Godet. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.